Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Meurtre de l'étudiante Lala Camara en mars dernier en Angleterre. La sentence est tombée. Moustapha Dia condamné à la prison à perpétuité. L'affaire Adama Gaye. Les avocats du journaliste consultant ont déposé une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. La première est rejetée. Adama Gaye entendu hier sur le fond du dossier. Sécurité routière. Macky Sall en croisade contre les accidents. Entre autres instructions données, le resserrement des conditions d'obtention du permis de conduire, le renforcement du contrôle systématique. Magaldé de Raka, la communauté mouride célèbre aujourd'hui la prière que Cheikh Ahmadou Bamba avait effectuée en 1895 dans le palais du gouverneur colonial. Des dizaines de milliers de disciples mourides attendus à Saint-Louis. Moustapha Dia, le meurtrier de Lala Camara, cette étudiante sénégalaise de 26 ans, tué en Angleterre en mars dernier, Moustapha Dia a été condamné à la prison à perpétuité par le tribunal de Manchester. Information du père de la défunte, Aliou Camara. Le point avec Jean-Paul Ndour. Le verdict est sans appel. Moustapha Dia, le bourreau de Lala Camara, va passer le restant de ses jours entre quatre murs. Aliou Camara, père de la défunte. Toute la semaine, nous étions à Manchester pour le procès de Lala Camara. Le procès a pris fin. Le juge a condamné le criminel à vie. Lala Camara, jeune Sénégalaise de 26 ans, a été tuée à Manchester, en Angleterre, par le jeune Sénégalais Moustapha Dia. Arrêté quelques jours après son acte odieux, il a été condamné à la perpétuité par le tribunal de cette grande ville du nord-ouest de l'Angleterre. Jean-Paul Ndour. Saher Kébé refait surface. Cet ancien pensionnaire de Rebeuss dit ne pas être surpris par la mort de deux détenus de la chambre 11, un endroit qu'il dit connaître bien pour y avoir séjourné. Selon lui, l'ouverture de la prison de Sébikotane n'est pas une solution au problème de Rebeuss qu'il qualifie de mal profond. Abdourahmane Diallo. Après avoir passé plus de 4 ans en prison, Saher Kébé avait même séjourné dans la chambre 11 de Rebeuss, où récemment 2 personnes ont perdu la vie. Toute personne qui est passée par Rebeuss n'est pas surpris par cette situation. Moi, j'ai fait 13 mois dans cette prison et d'ailleurs, j'ai eu à séjourner dans la chambre 11. Mais je vous assure que c'est une chambre étroite. On était en paquetage les nuits. Tout le monde avait peur parce que plusieurs d'entre nous n'avaient pas où se coucher. Moi, j'ai passé des nuits blanches dans cette cellule. Il y a aussi la vétusté du bâtiment. D'ailleurs, lorsque j'ai entendu cette affaire, je pensais que c'était le mur qui s'est écroulé tellement les bâtiments sont vétustes. Le jeune homme a été accusé d'apologie du terrorisme. Aujourd'hui, il est libre. Il pense que l'ouverture de la prison de Sébikotane ne peut pas résoudre le problème de surpeuplement de Rebeuss. Je pense pas que la prison de Sébikotane soit une solution définitive. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut éviter, ce sont des mandats de dépôt si faciles. Parce que je vous dis, si par jour 10 prisonniers sont libérés, sache que durant cette même journée, on va enregistrer 80 nouveaux prisonniers. Et tu fais le total par semaine, tu as le chiffre, c'est tellement. Après sa libération, Saher Kébé a repris ses cours. D'ailleurs, il prépare son examen de baccalauréat, prévu le 8 octobre prochain. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. Et l'on parle de l'affaire Adama Gaye en prison pour offense au chef de l'État. Il a été entendu sur le fond du dossier hier. Ses avocats ont introduit une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. La première, datant du 29 août, a été rejetée selon les conseils du journaliste consultant. Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye au téléphone avec Abdoulaye Diop. Adama Gaye a été auditionné ce jour par le doyen des juges après 3 tours d'horloge. L'audition s'est très bien passée dans une bonne atmosphère et il a eu l'occasion de s'exprimer dans le fond du dossier sur toutes les questions qui ont été posées par le doyen des juges. Il était assisté par tous les avocats de la défense et il a répondu sereinement aux questions qui lui ont été posées, bien sûr, en assumant les propos qu'il avait assumés dès le départ et en réfutant celles qui lui ont été prêtées depuis le début de cette affaire. Maintenant, dans un second temps, il y a eu une information qui est véhiculée et qui concerne
même une demande de liberté provisoire qui a été rejetée. Il est bon maintenant de faire une précision importante. Vous savez, dans un premier temps, Adama Gaye devait être auditionné le 29 août, c'est-à-dire jeudi passé, par le doyen des juges. Ça avait même été annoncé dans la presse, mais au dernier moment, son audition a été reportée sans que nous, les avocats, on nous donne des raisons suffisantes et des raisons pouvant justifier ce report. Or, comme vous le savez, ce jour-là, nous étions déjà venus avec une demande de liberté provisoire pour qu'à l'issue de son audition, cette demande soit déposée comme ça se fait très souvent. Alors, dès lors qu'on avait renvoyé son audition sine-die sans nous donner raison justificative, nous, avocats, nous avons pris la responsabilité de déposer cette demande de liberté provisoire, nonobstant le fait qu'il n'ait pas encore été entendu au fond. Nous avons réitéré une demande de liberté provisoire, une nouvelle demande qu'on a déposée aujourd'hui après son audition, et cette demande est en cours d'instruction. 7h05, l'insécurité routière galopante au menu du Conseil des ministres hier. Le chef de l'État a relevé l'urgence de resserrer les conditions de délivrance du permis de conduire, de renforcer les contrôles systématiques et les présences dissuasives des forces de défense et de sécurité sur les différents axes autoroutiers et routiers du pays. Entre autres mesures individuelles prises lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, Pape Abdoulaye Seck, ancien ministre de l'Agriculture, a été nommé ambassadeur de la République du Sénégal en Italie avec résidence à Rome. Après le Conseil des ministres, Macky Sall s'est prononcé sur les incidents en Afrique du Sud. C'est à travers un tweet. Selon lui, ces incidents nous interpellent tous pour l'unité du continent et par respect à la sagesse africaine. Le chef de l'État dit inviter à l'apaisement entre pays et peuples africains. RFM 94.0, la radio en puissance. Éducation dans ce secteur, le SNEL, le syndicat des enseignants libres du Sénégal, dit non à la suppression du certificat d'études élémentaires. La raison, elle est synonyme de la dévalorisation du cycle élémentaire, la démotivation et la baisse des niveaux des élèves, selon le chargé de la communication du SNEL, section Thiès, Moudoukiam, au téléphone avec Omar Mbow. C'est avec beaucoup d'amertume et d'indignation que j'ai appris l'impopulaire proposition de M. Mbow, coordinateur de la COSIDEP, relative à la suppression du certificat de fin d'études élémentaires. Et à ma qualité d'abord de parent d'élèves, je ne saurais rester indifférent face à cette agression du système éducatif. À ma qualité également d'enseignant, je ne peux pas manquer de m'opposer à une telle forfaiture. Et enfin, à ma qualité de citoyen sénégalais, tout court, je ne peux pas ne pas me prononcer sur cette mesure qui, si toutefois elle passe, elle sera lourde de conséquences. D'abord, parmi les conséquences, on pourra noter la dévalorisation du cycle élémentaire, la démotivation des enseignants et des élèves de ce même cycle, car enseigner ça sans évoluer, ça vraiment serait une véritable jeu de yo-yo. Ça va entraîner également le rabaissement du niveau de l'école. Ça peut entraîner tout simplement la transformation de l'école élémentaire à une véritable garderie d'enfants. Inondation au marché Ndoumbe Diop de Diourbel. Les commerçants disent déplorer l'absence de système de canalisation dans leur lieu de travail. Ils menacent d'ailleurs de retenir les taxes municipales si des solutions ne sont pas apportées à leurs difficultés. Babacar Diouf. Dans un marché où il n'y a pas de système de canalisation, les eaux de pluie prennent la place des piétons. Les fortes pluies enregistrées dans la localité cette nuit ont fini d'inonder le marché Ndoumbe Diop de Diourbel. Une situation inconfortable pour les commerçants. Lamine Ndiaye, délégué secteur Mbarouyap. Avec ce sentier-là, on a d'énormément de problèmes actuellement au niveau du marché. Vous voyez à l'heure que vous nous trouvez ici actuellement, il fait presque 20 heures. Depuis 17 heures jusqu'à maintenant, il pleut. Actuellement, tout le marché est inondé. Pourtant, ils disent avoir averti à temps les autorités municipales qui apparemment n'ont rien fait. On les a dit ça depuis très longtemps, depuis l'année dernière, qu'ils viennent faire les canalisations du marché. Actuellement, il n'y a plus de canal. À l'état actuel, ils sont décidés à porter le combat pour que leurs droits leur soient restitués. Si la situation n'est pas réglée, nous allons prendre des mesures. Des mesures que tous les commerçants vont prendre. Récemment, on a retenu les taxes. Les commerçants nous ont demandé de retenir les taxes. On l'a fait, mais il y a d'autres formes de lutte. C'est sous une pluie battante
que les commerçants armés de pics et de pelles ont tenté de barrer la route à ces eaux de pluie qui avaient fini d'envahir leurs étals. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. La construction d'une route sur l'axe Gandiol-Potou, source de malheur dans cette partie de Saint-Louis. Les chantiers isolent des villages comme Mouit, Mbumbaï, Dégougnay, entre autres. Les habitants de cette commune du Gandiol dénoncent la situation. Ils ont manifesté hier avec port de brassard rouge. Mohamed Nabissila. La nouvelle route goudronnée construite entre Gandiol et Potou a occasionné l'isolement de plusieurs villages, dont Mouit, Mbumbaï et Dégougnay. Et pourtant, les autorités avaient pris la décision de bitumer les pistes qui mènent vers ces localités. Ayant épuisé toutes les voies et moyens légaux pour que cette route caouteuse et inaccessible en voiture pendant l'hivernage soit faite, dans de pareilles circonstances, le CODIC rappelle aux autorités de ce pays que les populations de Gandiol ne peuvent plus supporter la négligence de la part de l'État du Sénégal. Maguette Diop, le coordonnateur du collectif pour la défense des intérêts de Gandiol, précise que cela a un impact économique certain avec la production agricole. Le CODIC demande à l'État du Sénégal d'agir pour apporter des remèdes à nos maux, car cette route constitue une maillon importante pour permettre à nos braves parents d'écouler leur production halieutique. Par une manifestation d'envergure organisée dans ces localités, la question de l'eau a été évoquée, même si des réalisations ont été faites par la SONES dans le Gandiolais. On voit une nette amélioration par rapport à l'eau. Mais jusqu'à présent, le Gandiol a eu aussi des problèmes d'eau. Il y a d'autres villages qu'on a toujours le problème, comme le village de Mbao, comme le village de Guingué. Le CODIC explique que cela est le premier maillon d'une manifestation qui va se poursuivre tant que les autorités ne respecteront pas leur engagement. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Et l'on reste à Saint-Louis avec le Magal des deux Rakas célébré aujourd'hui. Des dizaines de milliers de disciples mourides attendus à Saint-Louis. L'événement commémore la prière que le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, avait effectuée dans le palais du gouverneur colonial. C'était le 5 septembre 1895 à Saint-Louis. Et l'on termine, Babacar, par le crash de l'avion de Sénégal Air. Cela fait 4 ans aujourd'hui. L'aéronef s'était écrasé au large de Dakar après avoir heurté un Airbus de la compagnie équato-guinéenne Seiba. Les 7 passagers qui étaient à bord ont tous perdu la vie. L'enquête menée par le Sénégal avait conclu à un non-respect du plan de vol de l'avion de Sénégal Air, un avion médical. Les débris de l'appareil n'ont jamais été retrouvés. Georges Détié pour RFM Matin. C'était le journal Les titres sport, cher Tidiane Diagne. Mondial masculin de basketball, le Sénégal s'oppose à 7h30 dans 20 minutes exactement face au Canada. Une qualification pour les JO est en ligne de mire. Handball début ce jour de la CAN Junior Filles, c'est à Niamey au Niger. Le Sénégal qui va jouer contre la formation de la Guinée. Et puis Navetan, phase nationale, c'est à Louga. Ce soir, début des demi-finales. 4 régions différentes sont dans la course plutôt, Babacar. Ouais, on vous retrouve à 8h15 dans l'édition d'information en Wolof de la Hassan Gueye. RFM matin, 7h13. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. On vous retrouve tout à l'heure pour votre chronique du jeudi. Et puis à 7h40, notre invité sur RFM matin, 7h40, notre invité, le président du conseil départemental de Sédhiou, par ailleurs directeur de l'administration et du personnel de la DGID, Direction Générale des Impôts et Domaines. Entretien donc à 7h40 ici dans ce studio. Nous allons recevoir donc notre invité, son nom Mohamed Diaïté. Restez avec nous. Et bon début de journée à tous. C'est l'heure de la culture, le rendez-vous avec Ndate Diop. Bienvenue. Les populations des villages de Sabadola et de Madina Sabadola préoccupées par l'avenir de leur cimetière. Le site fait partie du patrimoine culturel sénégalais. C'est pourquoi les habitants de cette contrée du Bélédougou exigent des initiateurs de la délocalisation de leur village respect et que cela se fasse dans les règles de l'art.
Ibrahima Diabakhate. L'une des préoccupations majeures des populations dans ce processus de délocalisation des villages de Madina, Sabodala et de Sabodala demeure les sites du patrimoine culturel, notamment les cimetières qui ont fait l'objet d'une grande attention de cette partie du Bélédougou. Sarah Sissoko est le chef de village de Sabodala. Il faut que les gens pensent à il y a combien de tombes qui se trouvent à ce niveau-là. Et si les gens n'en prennent garde, donc ça risque d'être un blocage dans le processus de délocalisation. À cet effet, des campagnes de sensibilisation et de conscientisation ont été menées pour parvenir à convaincre les populations. Dr Papa Dia, consultant en charge du volet héritage culturel du projet Nyakafiring. On a commencé par le recensement des tombes dans les concessions. Parce qu'ici, comme vous le savez, ils avaient l'habitude d'enterrer dans les concessions. Après avoir discuté avec les populations, on a fait savoir que quand on accepte le déplacement d'une maison, on accepte également le déplacement de ce qui se trouve dans la maison. Pour contourner ces difficultés, des spécialistes ont été mis à contribution. Ils ont été contactés même. On les déplace tombe par tombe en respectant les principes de l'islam. Un comité de suivi composé de sages, d'imams et de notabilités coutumières et religieuses a été mis sur pied par un arrêté du sous-préfet pour veiller au bon déroulement du déplacement des cimetières. Cultures urbaines, la première édition du Galsen Urban Beat Fest a démarré hier. C'est par une conférence de presse à la Maison des Cultures Urbaines que les organisateurs ont lancé ce festival de musique dédié au beatmaking. Omar Mbaou y était pour nous. Les beatmakers sont à l'honneur. Les amoureux de ce genre musical des cultures urbaines vont près de 2 mois montrer leur talent à travers cette première édition d'Ixa, l'initiateur. Le beatmaking, c'est-à-dire la production musicale instrumentale de rap, de hip-hop ou de musique urbaine, était sous-cotée au Sénégal. Donc on avait besoin d'un peu plus de visibilité. Et donc on a pensé à mettre en place un festival où on permettrait aux beatmakers de mieux s'exprimer et de focaliser l'attention du public sur le beatmaking. Mais quel rôle joue un beatmaker dans le hip-hop? En musique, ça peut être du slam ou ça peut être un a cappella, mais vous avez besoin de musique pour faire un morceau de rap. Donc le beatmaking et le rappeur, c'est des gens qui travaillent ensemble depuis l'histoire du beatmaking au Sénégal. Donc c'est une discipline qui ne peut pas partir sans l'autre. Pour une place, 32 beatmakers sont en lice. Ils devront taper fort pour impressionner le jury mis en place. Ce festival ouvert hier se poursuivra jusqu'à ce 28 septembre à la Maison des Cultures Urbaines. Cinéma, c'est aujourd'hui que nos représentants au Clap Ivoire, Badara Fall et Mortala Kandji entrent en scène. Les projections de leur film L'étoffe d'une vie et Ordure sont prévues cet après-midi à la salle de cinéma Majestic de Yopougon à Abidjan. Cinéma toujours, Rencontrer mon père, film du réalisateur Alassane Diago, remporte le grand prix du meilleur documentaire au festival Africlap de Toulouse. Pour rappel, le film Gombi de Molikan avait remporté le prix mention spéciale court-métrage. C'est tout pour cette chronique culture. Rendez-vous demain. Merci Daté Diop. RFM Matin, il est 7h17. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et maintenant la chronique d'Abdoulaye Ndiaye. Votre réflexion cette semaine, Abdoulaye, sur les violences xénophobes en Afrique du Sud. Aussi paradoxal que cela puisse paraître au pays où l'on a vaincu l'apartheid de l'Afrique du Sud, il n'y fait pas bon d'être étranger africain. Les appels à chasser du noir immigrant qu'on y lance doivent bien retourner Nelson Mandela dans sa tombe du flanc d'une colline de sa localité familiale de Kinou dans le sud du pays. La réalité d'une société arc-en-ciel qu'il a su insuffler à sa communauté laisse aujourd'hui place à une violence dirigée contre des frères africains. Ils sont ceux qui viennent d'autres pays du continent attirés par le mirage sud-africain. On ne compte plus le nombre de victimes dans cette diaspora. Un décompte macabre les évalue à des centaines de morts dans la période allant de 2015 à 2019. Ils n'ont eu, hélas, que le tort d'être boucs émissaires désignés sans raison comme les uniques responsables de la pauvreté et du chômage endémique des populations locales. Des populations qui, à travers des fouilles meurtrières, manifestent une déception après la fin des années de ségrégation en 1994 et qui font ainsi porter tous les maux liés à une situation difficile aux étrangers africains, tantôt qualifiés de trafiquants de drogue, de voleurs ou simplement de ceux qui prennent l'emploi des nationaux. Des accusations à l'origine des vagues de xénophobie que le gouvernement de Pretoria semble impuissant à contenir. Parce que ce gouvernement demeure également démuni devant la demande sociale de près de 56 millions de Sud-Africains. On entend certains observateurs affirmer tout de go que 25 ans d'apprentissage démocratique ne peuvent suffire pour corriger rapidement 3 siècles d'inégalité sociale. Ne s'agit-il pas là d'un raccourci tendant à justifier
un chômage de près de 27%, avec une espérance de vie qui ne dépasse pas 56 ans et une croissance annuelle située à près de 2%, donc trop modeste pour atténuer l'état de pauvreté des couches populaires. Nous pourrions ajouter à cela une chute des cours des matières premières produites par l'Afrique du Sud, la fermeture de nombreuses mines jusqu'ici source d'emplois de masse, ainsi que des choix de politique économique hasardeux connus durant la gouvernance Zuma. Ils mirent ces choix politiques bien des investisseurs dans une posture de méfiance. Des facteurs internes ou externes qui ont contribué sans doute à accentuer paupérisation et injustice sociale. Il ne saurait pour autant justifier des pogroms africains perpétrés par les populations sud-africaines des villes de Johannesburg, de Pretoria ou de Durban. Face à l'inefficacité des autorités publiques à y mettre un terme, il est du devoir de l'instance africaine de condamner de tels actes, de procéder à un rappel à l'ordre à l'endroit des gouvernants pour que cesse l'enfer de la diaspora du continent en terre sud-africaine. Merci Abdoulaye Ndiaye pour cette chronique. RFM Matin, il est 7h20. On enchaîne la revue de presse Mohamed Ali Mouba. Revoilà Macky Sall et ses ministres qui retrouvent la salle de réunion du Conseil des ministres. Macky en mode fast-track, insécurité routière, rentrée scolaire, politique de santé. Macky Sall presse son gouvernement, titre Le Soleil en manchette. Le journal se fait l'écho du communiqué du Conseil des ministres le premier après les vacances du gouvernement. Pour Vox Populi, le chef de l'État se penche enfin sur le sort des Sénégalais. Vous remarquerez la présence de l'adverbe enfin qui indique la fin d'une attente. Il était temps, tant les chantiers étaient nombreux, son nombre plutôt. Le journal constate qu'en Conseil des ministres, le chef de l'État a multiplié les directives sur les inondations et les accidents de la route, mobilisation aux côtés des populations pour leur apporter l'assistance logistique et sociale. Un dispositif spécial de veille sur les routes réservant des conditions de délivrance du permis, renforcement des contrôles et présence dissuasive des forces de sécurité. Macky Sall réclame policiers et gendarmes sur les routes, écrit le journal Enquête. Macky Sall, gendarme contre le faux permis, soutient la tribune. L'Observateur va plus loin. Selon le confrère, le pouvoir est en salle d'urgence. SA2L salle. Jeu de monimie autour du patronyme du chef de l'État. Le journal se fait aussi l'écho du discours de Mohamed Dionne, discours dont il nous dit qu'il était poignant devant le chef de l'État et l'ensemble de ses collègues. L'ex-premier ministre qui a été éloigné du pays et alité en France par une longue maladie a dit toute sa reconnaissance au chef de l'État. Dionne a rappelé, indique encore le journal, sa grande disponibilité à servir l'État aux côtés du président Sall. Au sujet des violences xénophobes, Macky Sall va initier une médiation entre le Nigeria et l'Afrique du Sud pour harmoniser une position commune face à la situation. Les ambassadeurs de l'Afrique de l'Ouest réunis autour du Sénégal informent par ailleurs le journal L'Observateur. Macky Sall à l'épreuve de la succession. Sud Quotidien fait focus ce matin sur le sujet. C'est que depuis la sortie du directeur général de l'ANAMO, Maodo Malick Mbaye, un débat s'est installé sur la succession du président Sall. Dans son camp, certains de ses affidés plutôt avancent la thèse d'un débat prématuré, oubliant la nécessité pour le successeur du chef de l'État à la tête de l'APR du président Sall, le successeur du président à la tête de l'APR, de se préparer pour la présidentielle 2024 si le chef de l'État en est bien sûr à son second mandat. Mais le moins que l'on puisse dire, relève toujours Sud Quotidien, c'est que le choc des ambitions aura bel et bien lieu au sein de ce parti, voire dans la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. Invité à analyser la mise en garde du chef de l'État Macky Sall contre ses ministres et autres collaborateurs désireux de lui succéder, professeur Moussa Diaw éclaire le journal Source A. Selon l'enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB, le président ne devrait même pas avoir à s'occuper de questions de politique politicienne, à moins qu'il n'ait un agenda caché qui ne cadre pas avec ce qu'officiellement les Sénégalais attendent de lui. En revoilà un cavalier solitaire dans le maquis. Moustapha Diakhaté n'a pas la même vision que la majorité sur la réduction de la facture téléphonique de l'État. Sur sa page Facebook, il indique que la décision de rationaliser la dépense publique est salutaire. Toutefois, la solution qui consiste à verser une allocation mensuelle pour charge de téléphonie mobile à certains agents et à
tout le moins, à tout point de vue plutôt impertinente. Pour le journal Les Échos, pas de doute, Moustapha Diakhaté, il est à bras raccourcis sur le président Macky Sall. Adama Gaye entendu sur le fond hier. Le journaliste zen devant le juge informe le journal Enquête. Selon Vox Populi, Adama Gaye assume ses écrits face au doyen des juges, pas tous ses écrits, car l'Observateur nous dit en même temps que Gaye avait expliqué au magistrat Sall que son compte Facebook a été piraté et qu'il n'est pas l'auteur de certains posts. Une demande de liberté provisoire introduite dans le même journal. Maître Khouraï Chiba confirme son client. Le compte de mon client, dit-il, a été bel et bien piraté. Il a soutenu cela à nos confrères de l'Observateur et le quotidien de nous dire que désormais Adama se bat pour une liberté provisoire. Dossier sans lui, le paradis perdu. Le journal Enquête nous dit que Dakar n'a pas le monopole de la saleté. Sans lui aussi tient la dragée haute. La Venise africaine, classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000, a perdu de son lustre. Les autorités municipales butent sur l'incivisme des populations pour lutter contre l'insalubrité. Et puis ce dossier dans l'Observateur, le mythe des ébus errants à Dakar, vous les avez rencontrés sûrement. Le cliché est récurrent, nous dit le journal. À Dakar, ces ébus errants ont fini d'imposer leurs lois sans que personne ne puisse identifier leurs propriétaires. Ces animaux domestiques ont fini de faire partie du décor de la capitale. Ces ébus sont mystiques, ils sont protégés par des forces invisibles. Le Yaraf Youssou Ndoye nous dire que celui qui essaiera de les retirer de la rue prendra d'énormes risques. Le préfet de Dakar a été invité à se prononcer là-dessus. Il dit que les propriétaires sont en infraction et si on les retrouve, ce sera au procureur de la République d'entreprendre des poursuites contre ces personnes-là, confie Alioune Badara Samb. Aussi, il demande l'aide des uns et des autres afin de pouvoir identifier les propriétaires et entreprendre d'éventuelles poursuites contre eux. C'est bien terminé cette revue de presse.